Il y a 1 milliard, c'est une estimation, hein, mais je pourrais la prouver, 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Au moment où on a 6 millions et 125 000 chômeurs, hein, c'est pas rien. La loi dont il est question, c'est une loi qui va réécrire le Code du travail. Sachez qu'il a déjà réécrit, si vous ne le saviez pas, entre 2004 et 2008, par ordonnance. C'était Gérard Larcher à l'époque le ministre, et il avait dit il y en a assez que les ayatollahs de la Cour de cassation donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. Et donc il avait décidé qu'il fallait le réécrire entièrement. Ça avait pris 4 ans entre 2004 et 2008. Ils avaient enlevé 10% des signes. Ils avaient enlevé 1 500 000 signes, un livre sur 9 et 500 lois sur 1150. Ils avaient redécoupé les 500 lois restantes en 3850 en les renumérotant à 4 chiffres. Ce qui fait que ça donne toujours une impression de beaucoup de lois, mais en vérité, dans le Code du travail, il n'est pas du tout ni obèse ni énorme. Poujadas, il dit qu'il fait 1,4 kg pour effrayer les gens. Mais en fait, le Code du travail fait 675 pages. Il y a 10 lois qui servent au prud'homme, essentielles, et il fait 250 grammes. C'est le plus petit des codes et le plus lisible des codes. Leurs accusations contre le Code du travail sont totalement injustifiées. Regardez le Code des impôts, le Code de la civile, le Code pénal, le Code des affaires maritimes, le Code du commerce, le Code de l'agriculture, ils sont tous plus gros que le Code du travail. Sauf que le Code du travail, c'est notre code. C'est celui qui protège nos droits. C'est celui qui fait que les salariés dans l'entreprise, ils sont traités comme des humains. Et ils ne sont pas soumis à l'entreprise. Je voudrais expliquer ça parce que c'est le fond, en fait, de la réforme qui est en jeu. Tout se joue dans l'article 1 de la loi dite El Khomri. L'article 1, il dit « Les droits et libertés fondamentales des salariés soumis au bon fonctionnement de l'entreprise ». C'est une rupture avec un siècle d'histoire de France. Parce que le Code du travail a été écrit en 1910, justement pour le contraire de ça. En 1910, à la suite d'une catastrophe, celle de Courrières, c'est-à-dire c'était dans le fond d'une mine, il y a eu un coup de grisou, et il y a eu 1099 morts. Et le patron, il a fait comme tous les patrons d'aujourd'hui, il a dit vous reprenez le travail tout de suite, ils ont arrêté les recherches pour les survivants, vous reprenez le travail tout de suite parce que sinon le charbon polonais va arriver, ou sinon j'ai plus de sous, je mets la clé sous la porte et je vous vire. Donc ils ont repris le travail, mais on a trouvé des survivants 13 jours après, de 14 survivants. Et il y a une émotion, il n'y avait pas iTélé, ni BFM, ni tout ça, mais une émotion dans le pays qui a été telle que la décision politique qui a été choisie, c'est de créer le ministère du Travail pour qu'il échappe au ministère de l'Économie. À l'époque, le ministère de l'Économie s'appelait ministère du Commerce et de l'Industrie, mais le travail était dedans. Donc ils ont créé, c'est Clémenceau qui a fait ça, en décembre de 1906, créer un ministère, donc l'esprit qui a présidé au droit du travail depuis un siècle, depuis 1910, le code lui-même ayant été finalisé en décembre 1910, c'est de faire un droit qui protège les droits de l'homme des exigences de l'entreprise. C'est pas un droit pour l'entreprise, c'est un droit pour les humains de façon à ce qu'ils ne soient pas victimes de l'entreprise. C'est ça la philosophie du code du travail. Et ça a été enrichi en 1920, 1936, 1945, 1968, 82, 95, non. Et là, ce qu'a dit François Hollande il y a 5 mois, il a dit on va adapter le droit du travail aux besoins de l'entreprise. Je vous le dis en une phrase, c'est au sens strict, c'est contre-révolutionnaire. C'est une rupture historique, juridique, théorique, pratique, fondamentale, avec un siècle de droit. Les gens ne comprennent pas parce que c'est un peu philosophique dit comme ça. Mais ça va changer toute leur place dans l'entreprise. Puisqu'on ne raisonne plus en défense des droits des salariés, on raisonne en défense des droits de l'entreprise face aux salariés. Et donc vous avez tous les points qui changent après. Il y en a 50, il y en a 100. Moi j'ai fait, vous le retrouverez sur mon blog www.philoche.net, j'ai fait l'examen des 45 mesures de la loi El Khomri. Je ne pourrais pas vous le faire ce midi. Je prends une journée entière d'habitude de formation syndicale pour revenir sur la loi Macron qui faisait 308 articles, sur la loi Sapin qui faisait 27 articles, sur le rapport Combrexel qui fait 44 articles, sur la loi Badinter, enfin le rapport Badinter qui fait 61 articles. Tout ça est extrêmement compliqué et à la fois extrêmement simple à comprendre. C'est-à-dire qu'il s'agit de casser une approche des droits qui existait jusqu'à présent pour en faire un monde, je vous le dis tout de suite, anglo-saxon. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez du droit civil. Et vous serez exactement dans la même situation qu'aux États-Unis par rapport à l'entreprise. Et ils veulent finir par avoir un licenciement sans motif, non motivé. Alors que par exemple la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, elle dit 5 choses sur les licenciements.
Quand vous êtes licencié, c'est par écrit. Alors ici, dans une entreprise de votre taille, c'est presque obligatoire, mais dans les petites entreprises, il faut le faire respecter. Et là, ça n'est déjà plus dans le préambule Badinter à la loi El Khomri. 2, le licenciement doit être motivé. Mais là, déjà, il commence à rogner sur la motivation et à faire qu'elle ne soit pas explicite ni systématique. Et ce deuxième point, il est décisif, parce que si c'est plus motivé, ça veut dire, toi, je te vire, et j'ai pas à dire pourquoi. Toi, je te vire, ça fait 25 ans que t'es dans la boîte, et j'ai pas à dire pourquoi. Et allez vous défendre après. Vous pouvez pas, s'il n'y a pas de motif. 3, vous devez pouvoir vous défendre. C'est-à-dire avoir des entretiens, des délais, et ce qu'il faut pour contester à l'intérieur de la boîte la nature du licenciement. Alors parfois c'est 5 jours dans une petite boîte, mais parfois c'est plus longtemps quand il faut tenir compte des conseillers, des comités d'entreprise ou des délégués du personnel. 4, vous avez la possibilité d'avoir un recours. C'est devant les tribunaux et en l'occurrence les prud'hommes. Et là ils sont en train d'affaiblir les prud'hommes, dont vous savez qu'ils ont supprimé les élections, ils sont en train de diminuer les droits des conseillers et ils sont en train de diminuer les indemnités que les prud'hommes peuvent accorder quand vous avez été lésé en proportion du dol que vous avez subi. Et 5, quand les syndicats ont réussi à attaquer le plan social, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a la possibilité d'être réintégré ou d'être indemnisé. Ça, ce 5e point a déjà été enlevé dans la loi Macron du 7 août 2015, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être, même quand on gagne en justice, on ne peut plus être ni indemnisé ni réintégré. Vous avez gagné, mais ça ne vous donne rien. Donc en fait, les 5 droits du licenciement sont petit à petit rognés. Ils l'ont été dans la loi Sapin, ils le sont dans la loi Macron, ils le sont encore dans la loi El Khomri, et ils peuvent l'être de plus en plus, puisque la loi El Khomri prévoit que le Code du travail dans son ensemble va être écrit dans les 2 années qui viennent. 2 années qui viennent. Jusqu'en 2018. Imaginez un changement de majorité, encore en plus, ça sera encore pire. Dans ces circonstances, la réécriture. Et ça sera pire que ce qui a été fait entre 2004 et 2008, puisque ce qu'ils ont changé entre 2004 et 2008, d'ailleurs, on a vu que ça ne créait aucun emploi, ils l'avaient allégé, simplifié, ils en avaient tiré gloire, ça n'a créé aucun emploi, c'était à droit constant, mais là ce n'est plus à droit constant. Donc on rentre dans une zone où le droit du licenciement va peu à peu être estompé. Vous savez comment on licencie aux États-Unis. Vous avez peut-être vu le film In the Air avec George Clooney. Le gars, il joue le rôle de licencieur. Ça s'appelle In the Air parce qu'il est dans l'avion toute la journée. Puis quand il descend, il atterrit dans une entreprise et il licencie. Le licenciement aux États-Unis, on vous convoque, ça dure 2 minutes. On vous donne une petite boîte en carton avec les derniers crayons que vous avez. Et après, on vous met 2 gardes du corps pour vous apporter hors de l'entreprise. Et vous n'avez plus jamais le droit d'y revenir. Le licenciement est fini. Et d'ailleurs, il y a du droit civil aux États-Unis là-dessus. Les gens peuvent quand même aller au tribunal pour se plaindre. Mais le résultat de cette plainte, il est extrêmement aléatoire, extrêmement long, extrêmement judiciarisé et complexifié. Et donc, en vérité, d'ailleurs, les pages de droit civil aux États-Unis consacrées au travail, c'est 36 000 pages. C'est-à-dire beaucoup plus que notre propre code du travail. Mais, et puis, je fais une anecdote. Vous savez, aux États-Unis, Obama, il dit toujours que chaque année, il y a 24 000 morts. Les gens flinguent à tour de bras. Mais dans les 24 000 morts, ce qu'ils ne disent jamais, c'est qu'il y a 200 patrons qui se font tuer. Tu m'as licencié injustement, boum. Je le dis de temps en temps aux patrons français. Vous ne devriez pas renoncer au prud'homme, ni au droit du licenciement. Êtes-vous sûr de vouloir choisir un droit américain? Parce qu'en l'occurrence, ça sera beaucoup plus violent et infiniment moins respectueux des personnes de tous les côtés. Alors, c'est le droit du licenciement, c'est un des aspects centraux. Évidemment, Valls hier n'y a pas touché. Vous avez écouté peut-être les informations sur les modifications qui ont été apportées. Il n'y en a pas sur le droit du licenciement. Ensuite, vous avez sur les CDD. Vous savez une chose, c'est que 85% des contrats en France sont des CDI. 85%. Et entre 29 ans et 54 ans, c'est 95%. Évidemment que le CDI est la norme. Parce que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut que les gens soient bien formés, bien traités et bien payés. Ce n'est pas les flexibles qui produisent le plus. C'est ceux qui ont des qualifications et qui ont un statut. C'est ça qui permet de faire marcher les boîtes. Alors pourquoi y a-t-il tant de CDD? Pour faire marner les jeunes. Parce qu'en vérité, c'est les jeunes qui sont embauchés en CDD. 85% des jeunes sont embauchés en CDD. Faites bien attention, embauchés en flux, pas en stock. Parce qu'après, à partir de 29 ans, on les prend en CDI. Mais on leur a d'abord fait courner les chines. On leur a appris à ne pas se syndiquer. On leur a appris à courir vite pour bien mériter le CDI qu'on va leur donner à la fin, peut-être. Et là, il y a des contradictions dans l'actuelle politique, puisque la loi Sapin avait taxé les CDD. Tout petit, 0,5 points, 1,5 points et 3 points pour les CDD. Ça portait la majoration à 15,5, 16,5 et 17. Ça n'a évidemment eu aucun effet.
Les CDD ont explosé, notamment, surtout pour les jeunes. Et là, la loi Macron avait permis, du coup, qu'il y ait 3 CDD de suite pour les jeunes au lieu de 2. Ce qui, 3 fois 6 mois, fait 18 mois, et qui, du coup, leur fait un quasi-CPE, pour ceux qui se souviennent. C'est-à-dire une période très longue, pendant laquelle ils sont à la merci du patron, sans avoir la garantie d'un CDI, et sans avoir même la perspective de pouvoir louer un appartement, parce qu'à chaque fois, ils ont un CDD et pas un CDI. Et donc, les 3 CDD de la loi Macron, s'ils voulaient y toucher au CDD, ils avaient qu'à commencer par corriger ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et vous avez entendu que la semaine dernière, on a dit « Ah oui, pour les jeunes, on va voir les CDD, on va les taxer plus, blablabla. » Puis ils n'ont rien fait. Hier soir, pas un mot sur la question des CDD. Par contre, vous avez toute une série de choses qui vont changer avec la loi El Khomri. Alors comment l'expliquer? J'ai dit au début que le Code du travail, c'était un ordre public social, la loi. La loi protège le contrat contraint. La loi protège les plus faibles, c'est l'état de droit, c'est la République dans les entreprises, c'est la protection du salarié. Bon, ça sera plus ça avec Badinter. Badinter, il a fait un préambule, comment vous dire, éthéré, allégé, sans chiffre. Ah si, il y a un chiffre à un moment donné, mais je vous le citais. C'est le travail des enfants est interdit en dessous de 16 ans, point, sauf si la loi en décide autrement. Bon. Après, la durée du travail devient la durée normale. Jusqu'à présent, dans le droit du travail, depuis un siècle, on parlait de la durée légale, ou de la durée maxima, ou de la durée à temps partiel. Là, c'est la durée normale. Et donc, la durée normale pourra être négociée. Ensuite, après, vous avez, par exemple, la paye, le salaire sera versé avec périodicité. Il a oublié le mot mensualisation. Depuis 1971, on est mensualisé. Et ensuite, tout ce qui est chiffre, durée maxima du travail, par exemple, ça n'existe pas non plus. Et donc, vous avez, évidemment, il n'y a pas de main sur la retraite, il n'y a rien de ce type. Moi, vous savez, je suis par expérience, mais vous aussi, je suis pour les 3-8, moi. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Et c'est dans la journée, quand elle est organisée, on vit bien. On peut voir sa famille, on peut faire des choses. Et maintenant, ils avaient annualisé la durée du travail. J'étais déjà contre il y a 12 ans. Et dans la loi El Khomri, elle est très annualisée. C'est-à-dire vous pourrez avoir des forfaits qui aboutissent à ce que des dépassements horaires, et quand on rattrape le dépassement horaire, ça sera tous les 3 ans, et plus tous les ans. Et comment le corps humain peut supporter ça? C'est la même chose pour le compte épargne-temps. Vous aurez la possibilité de ne prendre que 12 jours de congé, et de monnayer vos autres congés, ou de les reporter dans une délai calculée aussi avec une tri-annualisation. Moi, je suis pour les congés payés année par année. Parce que le corps humain, il faut qu'il se repose. Et si on a la 5e semaine, c'est pour pouvoir en profiter. Vous savez que dans la fonction publique, avec l'histoire du compte épargne-temps, ils ont pris un petit décret pour dire que si vous êtes mort et que vous avez encore du compte épargne-temps, vos héritiers peuvent en bénéficier. Je vous conseille pas de ne pas prendre vos vacances pour laisser des sous de cette façon-là à vos héritiers. Donc la question du calcul du temps, elle est essentielle. Et dans la loi Khomri maintenant, puisque le préambule Badinter allège le droit social sur la durée du travail, vous avez un champ qui est ouvert à la négociation qui est immense. Puis un 3e volet qui sont des lois supplétives. Écoutez-moi bien, plus d'ordre public social, sinon allégé. Un champ de négociation immense, entreprise par entreprise. Et quand il n'y a pas de négociation, des petites lois supplétives, voitures, balais, qui arrivent. Bon, prenons l'exemple sur les heures supplémentaires. Avant les heures supplémentaires, le taux de l'heure supplémentaire était d'ordre public social. Maintenant, on dit il y a des heures sup. Mais on ne dit plus le taux. Donc, elles peuvent être négociées entreprise par entreprise. 25%, 10%, mais aussi le mot, écoutez bien, compensation. Vous êtes dans une entreprise d'habillement, le patron, il veut pas de 25%, il veut pas de 10%, il vous donne un blouson à la fin du mois. C'est une compensation, juridiquement, il n'est pas pénalisable. Et donc, la négociation du taux de l'heure supplémentaire est soumise à l'entreprise, elle n'est plus d'ordre public social. Et si le patron n'a pas négocié, parce qu'on a 1 200 000 entreprises, mais on en a 1 million de moins de 10, donc ça ne se passera pas bien partout, et puis vous avez que 1000 entreprises de plus de 1000 qui font 50% du PIB, donc dans toutes les entreprises intermédiaires, il n'y aura pas des négociations partout, alors vous avez les lois supplétives, voiture balai qui arrivent, et on vous dit c'est 25% s'il n'y a pas autre chose. Mais parfois on pourra vous dire dans telle branche, ça sera 10%. Parce que maintenant, il n'y a pas de hiérarchie des sources de droit. Alors ça, c'est le cœur de la loi El Khomri. Alors, parfois, les gens ont du mal à comprendre. Avant, la loi, c'était la loi, l'accord de branche, enfin, l'accord national interprofessionnel, l'accord de branche, puis l'accord d'entreprise. Et en fait, l'ordre public social se diffusait de la loi vers toutes les petites entreprises et on finissait par ne plus avoir de Moyen-Âge dans le boulanger du coin.
Mais maintenant, c'est inversé. L'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche, qui déroge à l'accord national interprofessionnel, qui déroge à la loi. Donc là, vous n'avez plus un code du travail, vous avez 10 000, 20 000, 30 000 codes du travail. Ouais, et vous introduisez dans une entreprise le dumping social entre les entreprises d'une même branche en France. Si vous avez de l'habillement, disons, rue Saint-Martin, rue Notre-Dame de Nazareth et rue Mellet, à Paris, dans le 3e arrondissement, vous avez une boîte à 45, une boîte à 25, une boîte à 35, et bien le patron de 45, il va réunir sa boîte. Alors, à 45, il n'a pas de délégué syndical, ça commence à 50. Alors on dit maintenant il va avoir un mandaté. Mais qu'est-ce que c'est un mandaté? C'est pas un délégué syndical, c'est le neveu du patron auquel on dit va à la CFTC et puis ramène-moi un papier et je signe avec toi la nouvelle chose. Et l'autre alternative, c'est ils disent ça va être une décision collective. Vous imaginez la décision collective, le patron convoque tout le monde, tous dans la salle de réunion. Bon, écoutez, maintenant c'est plus 25%, c'est 10%. Et s'il est encore mal, il dira vous avez un blouson. Et le gars qui est à 35, à côté, rue Mellet, il va dire ah mais moi je veux pas, je suis bien avec mes salariés, je les laisse à 25. Mais jusqu'à ce que le banquier lui dise dites donc votre marge, elle n'est pas suffisante. Le gars d'à côté, voilà ce qu'il fait comme marge. Le ratio qu'il a entre ses salariés et sa marge, il est bien mieux. Donc je le soutiens lui, moi banquier. Mais vous, je ne vais pas vous soutenir parce que vous n'êtes pas très intéressant. Et donc vous ne me rapportez pas suffisamment. Écoutez, vous devriez suivre l'exemple du banquier de votre collègue d'à côté. Et donc le gars, il va se mettre à passer de 25 à 10%, même s'il ne voulait pas. Et le troisième, qui est rue Notre-Dame de Nazareth, il va vous donner le blouson du premier coup. Parce qu'il va comprendre qu'il faut qu'il s'aligne sur le moins 10 ans. C'est ce qui lui permet sa marge. Vous comprenez que dorénavant, non seulement vous n'avez plus de droits, mais vous n'avez plus de salaire. C'est-à-dire il est plus fixé, il n'y a plus de grille conventionnelle, il n'y a plus de progression à l'ancienneté, vous n'avez plus d'heures supplémentaires garanties, vous pouvez à peu près dépendre complètement d'un accord à l'autre, avec un dumping social dans la même branche, dans les mêmes conditions de travail et pour les mêmes produits. C'était une chose auquel on s'était opposé toujours. Vous avez rue Mellet, vous aurez Varsovie, rue Notre-Dame de Nazareth, vous aurez Bucarest, et rue Saint-Martin, vous aurez Prague. Et le dumping social européen est introduit dans chaque entreprise par cette loi. Alors il n'y a pas que ce domaine-là. Vous avez entendu parler par exemple des congés, vous avez une personne qui est de vos proches qui est décédée. Bon alors, vous aviez, ça dépend, vous aviez la loi, vous pouvez avoir 3 jours, puis vous pouvez avoir mieux par la convention collective. Bah là maintenant, il n'y a plus rien, puisque le préambule Badinter est allégé, on vous dit vous aurez un congé. Puis le patron lui va dire, bah tu prends ton après-midi. Et alors s'il n'a rien dit, vous avez une loi supplétive qui va vous dire 1 jour. Et alors il faudra que vous négociez, vous fassiez grève, ou je ne sais quoi, pour avoir 3 jours ou garder ce que vous aviez auparavant. Et ce que je viens de prendre sur les heures supplémentaires ou sur le congé va être le système permanent. Je vous signale que c'est une usine à gaz pour l'application du droit du travail qui est bien pire en complexité, en pure complexité que ce qui existait auparavant. Et ça oblige sans arrêt le salarié à avoir le doigt sous la couture du pantalon par rapport à son patron parce que celui-ci peut pratiquement adapter le code comme il veut. La souplesse devient au niveau de l'entreprise et elle est tellement souple que vous n'avez plus les droits d'ordre public social que vous aviez avant. Les gens vont mettre du temps à comprendre ça parce que ça concerne 18 millions de salariés du privé. Ils vont mettre du temps à voir ce que ça veut dire, branche par branche, entreprise par entreprise, et selon la taille de l'entreprise. Mais en premier lieu, ça avantagera plutôt les grandes entreprises. Parce que comme toute une série de droits qui étaient jusqu'à présent conditionnés par l'ordre public social, ou qui n'étaient jusqu'à présent conditionnés par les conventions collectives, vont tomber, et bien alors, vous allez être obligés, les syndicats, de renégocier tout, parce que, permettez-moi de vous dire que la voiture balai, elle va pas être favorable, hein. C'est-à-dire que la loi finale, elle sera pas favorable, et comme ça sera écrit sur une période de 2 ans, quoi qu'il arrive du point de vue du pouvoir politique, ils interpréteront ce qui n'aura pas été négocié ou ce qui aura été trop bien négocié, comme ils voudront avec les lois supplétives. Si vous avez compris ce mécanisme, vous êtes déjà forcément contre cette loi. Faut pas l'amender, faut la retirer. Parce que sinon, on tombe dans des choses absolument catastrophiques dans tous les domaines. Alors après, je peux vous les montrer parce qu'il y aura des négociations plus difficiles pour les organisations syndicales. Il y aura une information plus faible pour les organisations syndicales. Vous aurez une protection plus faible dans l'ensemble des droits concrets. L'hygiène, la sécurité et la santé, ils s'en foutent, c'est pas dans cette loi. Ils ont déjà fait reculer les CHSCT pour dans les entreprises de moins de 300 les réduire à l'intérieur des CE alors qu'il n'y aura plus de temps pour discuter. Et puis dans les entreprises de plus de 300, ils peuvent aussi par négociation arriver aussi à les faire disparaître. Donc, sur tous les points, c'est une contre-révolution. Mais mes termes ne sont pas excessifs. Moi, je le dis, ce coup mériterait une grève générale de tout le monde. Ça mériterait, c'est tellement terrible. Pas seulement parce que j'ai 30 ans d'expérience d'inspecteur du travail, etc. C'est odieux.
Et ils vous présentent ça avec une banalité et avec un ton du genre, si on fait pas ça, on sera immobile. Enfin, je veux faire remarquer qu'ils ont déjà fait un premier texte, ils ont dit après qu'ils en écrivaient un nouveau. Alors je voudrais venir à ce qu'ils ont dit hier, si vous avez suivi l'actualité, après une rapide analyse trop rapide à mon gré, mais on n'a pas plus de temps, analyse de la loi. Et alors hier, qu'est-ce qu'ils annoncent? On a réécrit le texte. Alors, c'est gonflé hein, quand même, parce qu'ils ont d'abord dit que ceux qui critiquaient le texte, c'était absurde. Ils ont dit que ça concernait pas les jeunes. Ils ont dit ensuite, après, que c'était un progrès contre la précarité. Ils ont dit ensuite que c'était nécessaire pour l'emploi. Alors je vous signale que quand même, ils ont dit que c'était pas une question d'emploi, mais que c'était un nouveau modèle social. Ah bon? On leur avait demandé un nouveau modèle social, il n'y avait personne qui demandait cette réforme. Aucun syndicat demandait ce qu'on réécrive encore le Code du travail, personne. Donc en fait, c'est pour obéir d'une part à Bruxelles, d'autre part au MEDEF, qui a dit le Code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Bon, là. Ensuite, après, la précarité, évidemment, avait été aggravée par ce système. Elle va pas être simplifiée. Ensuite, de façon générale, quand ils ont dit que les critiques étaient absurdes, alors pourquoi ils se sont mis à réécrire le texte? Pourquoi ils ont essayé dimanche de nous dire c'est un texte nouveau? Si le premier était bon. Ils n'avaient pas fait de concertation pour le premier. Non, je démonte quand même les arguments, parce que quand ils ont dit les jeunes ne sont pas concernés, alors pourquoi avant-hier ils ont reçu toutes les organisations de jeunesse? Parce qu'ils ont commencé à avoir peur de la mobilisation du 9 mars dernier et de 500 000 personnes dans la rue. Alors ils ont reculé un peu. Alors quels sont les reculs? Ils ont touché, à mon avis, à 2 ou 3% du texte. 97 ou 98% du texte est inchangé. Alors les points qu'ils ont dit, vous les avez entendus hier soir dans les médias. En premier, on a dit qu'il ne va plus y avoir de barème pour les licenciements abusifs. On parle bien de licenciements abusifs, hein. C'est-à-dire de là où le patron est en faute, c'est un patron voyou, il commet un acte de délinquance et il vire les gens illégalement. Donc ils avaient installé un barème plafonné à 15 mois. Je signale que c'est surprenant, parce que dans ce pays, il y a eu des politiques sécuritaires contre les délinquants ordinaires. Vous vous rappelez, c'était sous Sarkozy, c'était des peines planchées, pour pas que le juge soit trop indulgent avec les délinquants. Ben là, ils ont inventé des peines plafond, pour pas que les patrons soient trop sanctionnés quand ils étaient délinquants. Et alors, ils ont du mal, parce que le Conseil constitutionnel, à chaque fois, casse ça en disant on ne peut pas donner un barème comme ça, c'est l'appréciation du juge. Probablement, le Conseil constitutionnel, même s'il a changé aujourd'hui de président, aurait pris la même position pour casser ça. Donc hier, ils ont dit on retire le barème. Mais ils ont dit on le maintient indicatif. Mais vous savez qu'un barème indicatif, ça a une valeur de pression considérable quand même sur les juges. Parce que vous avez toujours l'avocat de la partie adverse, patronale, qui va vous dire monsieur le juge, justifiez-moi pourquoi vous dépassez le barème indicatif. Et c'est beaucoup plus difficile pour le juge de le faire et de se lancer dans l'écriture pour le faire que s'il n'y a pas de barème. Et donc, de toute façon, un barème indicatif est une pression contre les salariés qui sont lésés dans leur licenciement et en faveur de l'employeur pour qu'il ne paye pas trop cher ce licenciement. Bon, premier point d'hier soir. Deuxième point d'hier soir, alors vous avez entendu, il y aura une aumône pour les jeunes. Je dis bien une aumône sans rire. Parce que 50 000 jeunes bénéficiaient, quand ils étaient totalement dans la merde, ils bénéficiaient de 460 € dit garantie jeunes, pour pas qu'ils soient complètement sur la SDF avec leurs chiens sur la voie publique. 460 €, 50 000 jeunes en bénéficiaient. Mais il était prévu que 900 000 jeunes en bénéficient. C'est-à-dire c'était prévu, mais pas budgété. Et donc hier soir, ils ont dit ça va toucher 900 000 jeunes. D'abord, ça n'est pas vraiment une information, c'était prévu. Deuxièmement, ça n'est toujours pas budgété, parce que pour le faire, il faudra un collectif budgétaire qui fournisse à peu près 4 à 5 milliards, et il leur faut les trouver quelque chose. Ils n'ont pas annoncé un collectif budgétaire. Et ce matin, j'entendais qu'ils disaient que ça va coûter 450 millions. C'est parce qu'ils donnent une interprétation déjà de cette garantie jeune qui ne touche que quelques dizaines de milliers de jeunes supplémentaires qui soit vont la demander, soit étant en faveur de celle-ci. Donc en vérité, c'est du pipeau, le reste étant prévu pour 2017. Si par malheur ça change de majorité, ou je ne sais pas quoi penser maintenant, si en 2017, de toute façon, il n'y aura plus. Alors, c'est du pipeau. J'ai vu un jeune à la télé de la FAGE qui dit c'est bien, ça permet de poursuivre le dialogue. Il est bien naïf cet homme. Parce qu'il se fait avoir de A à Z, et c'est pour vraiment un plat de lentilles, comme on dit. Alors la troisième chose, c'est qu'ils ont décidé que Alors cette troisième chose, je la cherche. Oui, tu peux m'aider? Non, tu vas pas m'aider. Hier soir, quels étaient les autres? Licenciement économique. Le licenciement économique. C'est-à-dire qu'il y aura un juge pour le licenciement économique quand on licencie dans un établissement et que le groupe derrière pourrait être concerné parce que en fait il a spéculé, il a déplacé des sommes, des investissements, et puis il a isolé cet établissement, il le coule et en fait il le ferme. Alors il pourrait saisir un juge. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de saisir un juge? D'ailleurs il y en a très peu. Le juge qui sera saisi mettra combien de temps? 1 an, 2 ans?
pour prouver quelque chose. Comment pourra-t-il prouver? Quel moyen d'enquête aura-t-il? En quoi ça freinera les licenciements? Puisque de toute façon, ils auraient été faits entre-temps. Donc c'est une mesure absolument clinquante, mais du pipeau. Alors que pendant ce temps-là, on a reculé, puisque maintenant, effectivement, le périmètre du licenciement a été ramené à l'établissement au lieu d'être avec l'ensemble du groupe. Et vous savez comme moi, comment un groupe manipule et dit cette unité, j'en ai plus besoin, on la ferme, on la coule, on fait une comptabilité différente et hop, à la porte. Ben maintenant, il n'y a plus de protection contre ça et c'est pas la question du juge qui va faire une protection. Alors j'ai retrouvé quand même les autres arguments d'hier soir. C'est de dire, attendez, pour les forfaits individuels, ça peut concerner tous les cadres puisque maintenant, on peut faire des forfaits individuels. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé à Smart, Daimler, en Bac, en Moselle. Le patron, l'entreprise prospère. Le patron dit, je veux que les salariés travaillent 39 heures, payés 37. Il fait un référendum. Jusqu'à avant-hier, le référendum était illégal. Mais il le fait. Il obtient 56% des voix à la pression. Mais 62% des ouvriers disent, on n'est pas d'accord. Et les organisations syndicales, là-bas, CFDT, CGT, la métallurgie CFDT est opposée à Laurent Berger. CGT et CFDT disent, on est contre. Ils ont la signature des syndicats majoritaires. Le patron ne peut pas le faire. Mais le patron va convoquer individuellement chaque salarié pour leur dire, si tu ne signes pas, je te vire. De toute façon, on délocalise. Et il obtient la signature de 90% des salariés, malgré le vote qui a eu lieu précédemment et l'opposition des syndicats majoritaires. Alors je le dis parce que, parfois, vous le savez, mais pour qu'un syndicat soit majoritaire, il faut qu'il y ait un quorum. C'est-à-dire, c'est pas comme les élections départementales ou municipales. Parfois, vous pouvez, dans une législative, gagner ou perdre avec 30% de votants. Le syndicat, non. Faut qu'il ait 50% de votants. Et généralement, dans les élections professionnelles, il y a plus de monde qui vote, près de 80%. Donc le syndicat majoritaire, ça veut dire quelque chose. Mais ce que prévoit la loi El Khomri, c'est que les syndicats minoritaires, après le vote, puissent, si les syndicats majoritaires décident de ne pas ratifier la convention de forfait jour ou ne veulent pas 39 heures payer 37, le syndicat minoritaire peut demander au patron d'organiser un référendum contre les syndicats majoritaires légalement et normalement et puissamment élus. Et le référendum, je vous le dis tout de suite, n'aura pas de quorum. Donc en vérité, la manipulation, elle est totale. Vous permettez le bis-bis entre les organisations syndicales, arbitré par le patron, qui peut s'appuyer sur le syndicat minoritaire, y compris le syndicat maison qu'il aura créé, pour pouvoir s'opposer au syndicat majoritaire élu par les salariés. Et alors, la Valls, hier, explique, dans les petites entreprises, on pourra forfaitiser, mais à deux conditions. C'est qu'il y ait décision collective, il dit par référendum. Et où qu'il y ait un mandaté. Alors c'est obscur pour les gens mandatés. Un mandaté n'est pas un délégué syndical. C'est le neveu du patron auquel on a dit, écoute, tu vas chercher un mandat à la CFTC. Moi, j'ai m'arrivé d'entrer dans une boîte comme inspecteur. Il y avait 25 gars. J'étais un peu provocateur à la première personne. Je lui dis, où est-ce qu'il est le responsable syndical? La fille, elle me dit, mais il n'y en a pas. Elle rougit. Il n'y en a pas. J'ai dit, mais il y a bien quelqu'un qui a signé un accord pour les 35 heures. Elle me dit, un accord pour les 35 heures? J'ai dit, si, il y a bien quelqu'un. Oh, elle me dit, allez voir le comptable. Alors, le temps que je fasse les bureaux, je demande à chacun, je dis, où il est le responsable syndical? Quelqu'un de mandaté? Personne ne sait. Et quand j'arrive dans le fond du bureau, je trouve le comptable, et je lui dis, mais en fait, c'est votre nom. C'est vous qui êtes à la CFTC. Il me dit, non, j'ai jamais été syndiqué. Je dis, vous avez bien signé un papier avec la CFTC il y a 1 an. Ah oui, le patron m'avait envoyé chercher ça. Ah oui, donc il avait signé un accord de 35 heures défavorable aux salariés au nom de la CFTC. Il était mandaté, il avait oublié, il n'en avait rien à faire. C'est ça un mandaté. C'est un homme de paille. C'est pas un syndicaliste. Et donc c'est la première condition pour que dans n'importe quelle petite ou moyenne boîte, on vous signe un accord pour que vous soyez à 39 heures payé 37 ou pour que vous n'ayez pas de majoration d'heures supplémentaires. La deuxième modalité de diffusion, il dit c'est une décision collective. Alors là, c'est encore une fois, c'est le patron, allez, tout le monde dans mon bureau, on décide. Et là, vous aurez la décision collective, ça ne sera même pas un référendum. Et quant à un détail qui, par exemple, arrive, vous n'allez même pas me croire. Maintenant, les patrons peuvent décider de quand commence la semaine. Vous croyez que c'est le lundi? Mais le patron du BHV, il a décidé que c'était le mercredi. Alors vous dites, mais quel intérêt? Parce que le BHV, il a calculé que 1, 2, 3, 4, 5, le dimanche était le 5e jour, il n'était plus le 7e. Et par conséquent, il ne le payait pas quand il décidait que la semaine, pour lui, dans son entreprise, commençait le mercredi. Il a proposé ça, j'ai le texte, j'ai le document, pour tous les salariés du BHV, à tous les syndicats du BHV Paris. Et après, il a dit, mais le repos compensateur qui est prévu par la loi, parce qu'il s'agit des 12 dimanches qui sont fixés par le maire, à Paris, c'est pas le maire, c'est le préfet, et ceux-ci sont obligatoirement majorés, ce qui n'est pas le cas de tous les dimanches. Et il a dit, le repos compensateur, je le paye pas, parce qu'il n'est pas prévu que la loi
disent qu'il est payé. Donc vous aurez le lundi, mardi, du mercredi au dimanche vous bossez, et je compte ma semaine comme ça, je n'ai pas un sou à dépenser de plus, et je suis ouvert le dimanche. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans chaque entreprise, ils vont pouvoir choisir de commencer le mardi ou de commencer le jeudi et d'adapter l'ensemble de leur calendrier. C'est là où le ridicule, c'est pas seulement l'ordre public social, c'est le calendrier républicain qui est mis en cause. C'est-à-dire, à aller entreprise par entreprise, on va totalement contre la protection des droits universels des humains. Je voudrais presque conclure en disant, j'ai dit droit universel, mais la France est signataire des accords de l'OIT, Organisation internationale du travail. 140 pays signent les accords de l'OIT. L'OIT donne des directives qui ont valeur supérieure aux lois des États. Par exemple, le travail des enfants est interdit, il y a des modalités pour le travail des femmes, il y a des modalités pour le port des charges, il y a des modalités pour les travaux domestiques, il y a des modalités pour le repos, il y a des modalités pour les durées du travail. L'OIT, Organisation internationale du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un droit mondial. Le droit du travail est constitutif du droit de la concurrence. Il ne devrait pas être exclu du droit de la concurrence. Il rentre dans le droit de la concurrence. Si on avait une bonne orientation, on se battrait pour que partout le droit du travail international soit respecté. Et là, on fait l'inverse, on fait qu'il ne soit plus respecté chez nous, boutique par boutique, contre les droits universels. Et vous allez soumettre, c'est une régression. Quand je le dis d'un siècle, moi je suis hors de moi sur le fait que ça puisse être proposé. Et Valls, et Macron, et Hollande. Je suis un militant de toujours, ça fait 50 ans que je milite. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse être proposé. Jamais je peux accepter comme inspecteur du travail, qui ait vu tout ça pendant 30 ans, qu'on casse ainsi ce qui est l'ordre public social. Et je vous conseille d'expliquer tout ça. Merci d'être là, parce que ça fait déjà un certain nombre. Mais c'est autour de nous. C'est des millions de gens qu'il faut. On était 500 000 là. Oui, mais on peut les avoir. D'abord parce que les lycées, ils ont compris un certain nombre de jeunes. Moi j'ai un gamin de 17 ans qui m'a expliqué que l'autre jour, ils étaient 12 dans son bahut à Dorian, à Paris. Mais là, ils ont fait une AG de 60. Le premier jour, ils ne savaient pas parler de droit du travail. Mais ils refont une deuxième AG avec des PowerPoint pour expliquer la loi Khomri. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut expliquer la complexité du droit et la simplification de cette contre-révolution à des millions de gens. Et le calendrier des luttes, il n'est pas si difficile que ça. Parce que le 17, les jeunes vont ressortir. Et c'est un grand appui pour nous que les jeunes ressortent. À vos enfants, à tout ça, parlez-en, expliquez, aidez-les. Si c'est la première fois qu'ils font une banderole et si c'est la première fois qu'ils font une AG, aidez-les. Et la deuxième chose, c'est que les organisations syndicales soutiennent le 17 mars. Et ensuite, le 22 mars, il y a une bataille pour le point d'indice dans la fonction publique qui n'a pas été augmentée depuis pratiquement 10 ans. Et cette bataille-là, elle concerne aussi le privé, ce qui fait que la plupart des syndicats sont en train d'appeler le 22 mars. Et le 24 mars, ça vient au Conseil des ministres. Et le 31 mars, à peu près tout le monde est d'accord pour appeler. Et donc on a un calendrier, c'est pas nous qui l'avons choisi, il s'est fait un peu par le hasard du développement, du déroulement de cette loi, mais on a un calendrier pour lutter. Et c'est le moment de s'y mettre, parce qu'après, il sera trop tard pour pleurer, hein. Il sera trop tard pour regretter. Quand l'ensemble de ce mécanisme arrivera au Parlement, ça prendra, c'est vrai, encore 2 ou 3 mois. Probablement, ils arriveront à faire ça au mois de juillet, au mois d'août, si on ne fait pas blocage. Mais pour l'instant, on peut suffisamment être encore fort jusqu'au 31 mars pour faire blocage. Et je le dis, retrait. Parce que qu'est-ce que vous voulez amender dans un texte qui philosophiquement est totalement contre vous? Qu'est-ce que vous voulez amender quand on dit que vous allez être soumis à l'entreprise au lieu d'être soumis à la défense des droits humains? Qu'est-ce que vous voulez amender quand on vous dit rien sur les CDD, rien sur le licenciement qui ne soit bon? Quand on vous dit que vos salaires vont dépendre de la boîte, quand vous n'allez plus être dans une branche, quand vous aurez plus vos syndicats et vos conventions collectives. Qu'est-ce que vous voulez amender? C'est le retrait de la loi qu'il faut demander, dans sa totalité, et tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. Déjà, je m'aventurerai pas à débattre parce que j'ai compris qu'il y avait un client en face, donc. Mais je voulais juste dire déjà que c'était passionnant et c'est, enfin, votre puits d'information est tout à fait rassurant et c'est aussi rassurant dans le sens où vous avez été inspecteur du travail, donc de se dire qu'il y a des gens comme vous qui ont la foi, enfin, parce que là, si vous ne l'avez pas, je sais pas qui l'a. Encore une fois, ça rassure. Ma question, en fait, elle est... Enfin, j'en ai plusieurs, je vais commencer par la première. Il y a des inspecteurs du travail plus jeunes que vous. Je voudrais savoir s'ils ont tous votre foi
Et quel est votre sentiment sur leur état d'esprit? Je vais me permettre une anecdote personnelle pour vous faire comprendre. Chaque année, il y a des concours d'inspection du travail, puisque c'est un concours assez difficile d'ailleurs. Et il y a des promotions de 35, 40, 50, 65, ça dépend des années, des postes qui sont libérés. Et moi, il m'était arrivé une blague involontaire. En 2003, quand la droite était venue au pouvoir après la défaite de Jospin, ils avaient nommé un gars à l'Institut National du Travail qui forme les inspecteurs du travail. Ça dure 18 mois la formation, hein, c'est pas une petite formation. Et le gars avait dit, pour accueillir la promotion, il a dit « Je vais vous former comme des vrais inspecteurs du travail, pas des Gérard Filoche ». Alors la moitié de la promotion, c'était un peu étonné parce qu'ils arrivaient, ils connaissaient même pas. Et à la fin de la promotion, ils m'avaient invité tous pour que je clôt les débats, la formation, ce que je fais depuis à chaque promotion. Et ça s'est passé d'un moment à l'autre. Récemment, il y avait une manifestation à Annecy pour une de nos collègues qui a été poursuivie, Laura Pfeffer, pour avoir fait, enfin je vous raconte pas l'histoire, mais pour avoir fait un PV qui était particulièrement justifié contre l'entreprise Stéphal. Et on était un millier à Annecy au moment du jugement, c'était au mois d'octobre dernier. Et d'un seul coup, je vois arriver un groupe de, combien ils étaient, une quarantaine, moyenne d'âge 30, et ils se précipitent, ils voulaient la photo. C'était toute la promotion actuelle des inspecteurs du travail. Donc j'ai assez confiance dans leur état d'esprit. Et je sais que je vais aller, à la fin de leur promotion, leur parler en juin. Et donc en vérité, le recrutement des inspecteurs du travail se fait de façon particulière. C'est que ceux qui veulent faire ce boulot, quelque part, ils ont, comme j'utilise le mot que tu as utilisé, la foi. C'est-à-dire qu'ils le veulent, et c'est plutôt bon signe. Je dis pas que tous sont des combattants, des hussards noirs de la République qui vont être respectés par tout le droit. Mais enfin, beaucoup ont choisi ce métier parce que ils ont quand même une certaine idée de ce que c'est le droit des humains dans les entreprises. Vous nous avez proposé de fédérer autour de nous pour essayer de convaincre, et pourquoi pas être plus nombreux la prochaine fois. Mais comme vient de le dire Pascal, je n'aurais pas votre voix, votre tollé. Est-ce que vous avez par exemple 3 arguments, 3 faits principaux de la loi que vous proposez Ah oui, le premier truc de la loi, elle facilite les licenciements. À quoi ça sert de faciliter les licenciements? À faciliter les licenciements. Ça ne fait pas un emploi. On ne peut pas dire autre chose. La deuxième, ils peuvent par accord vous faire travailler jusqu'à 12 heures par jour ou même 60 heures par semaine. Ben, si on peut travailler à 12 heures par jour, s'il y a du travail 12 heures par jour et 60 heures par semaine, pourquoi il y a des chômeurs? La troisième chose, c'est où est-ce qu'on adapte le travail aux humains, ou est-ce qu'on adapte les humains au travail? Oui. Merci du compliment, je vais vous donner les sources. Hein. Moi, j'ai fait le décortiquage des 45 articles sur mon blog. Vous faites www.filoche, il n'y a qu'un L.net. Et vous remontez 2-3 articles, parce qu'il y a une dizaine d'articles depuis, mais vous remontez, vous aurez le décortiquage totalement de la loi. On peut vous la réenvoyer par circulation sans problème. La deuxième chose, ça c'est, j'ai un site, moi, qui s'appelle www.démocratie-socialiste.org. Et là, il y a au moins 10 vidéos. Donc il y a des vidéos de 10 minutes, il y a des vidéos de 3 minutes, il y a des vidéos de 50 minutes, et il y aura, parce que Jean-Pierre va faire là, la vidéo pour répondre aux arguments d'hier soir de Valls. Je le dis, puis ensuite vous avez Facebook, c'est toujours classique, mais oui, sur mon mur, j'ai la chance, parce que je suis allé chez RMC Bourdin la semaine dernière, je crois qu'aujourd'hui on est à 2 500 000 vues. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt, quoi. Et j'ai fait un truc sur BFM un peu hard contre Valls et la loi. Celui-là, il a dépassé pratiquement les 4 millions parce qu'il y a un groupe de jeunes, qui est un truc de jeunes, les youtubeurs et tout ça, qui s'en est emparé, et du coup, ça fait des millions de passages. Mais écoutez bien les trucs de jeunes. Allez les voir, vous faites les youtubeurs, vous allez voir la créativité qu'ils ont, et ça prouve que la jeunesse est concernée, contrairement à ceux qui disent ils n'ont pas lu le code, ils savent pas de quoi ils parlent, etc. Ils sont en train d'apprendre. Bonjour Monsieur Filoche. Déjà, je voulais vous remercier d'être venu nous voir. J'aurais une petite question. Tout à l'heure, vous aviez dit que
qu'en fait la loi, dans l'esprit de la loi, la loi se voulait créer des embauches, mais on voit bien que c'est juste pour licencier. D'ailleurs, ça me rappelle une caricature hier qui disait c'était un salarié qui était en entretien de licenciement et qui disait à son patron, mais pourquoi vous me licenciez? Et le patron qui disait, pour embaucher. Donc ça dit tout sur la loi. Et je voulais vous dire, bon, moi j'essaie de fédérer autour de moi, bon, j'ai pas votre éloquence ni vos connaissances, mais j'ai quelques informations et j'essaie de fédérer autour de moi, mais j'ai beaucoup de mal. Et je voulais savoir comment vous expliquer le fait que des gens qui ont un statut précaire, qui sont pas, des gens comme moi, moyens, comment ils n'arrivent pas à accrocher au discours et à peut-être avoir à craindre pour eux, mais surtout pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'on a été complètement lobotomisé, j'ai envie de dire, mais j'ai du mal à fédérer autour de moi. Franchement. Alors, moi, je crois que c'est parce que les gens ont eu pendant des mois et des années peur et qu'on leur a dit il n'y a pas d'autre solution. Et donc, en vérité, ils disent je préfère un CDD que pas de CDD. Et puis ensuite, après, maintenant, vous avez même les indépendants, parce que vous avez vu les voitures tourisme avec chauffeur, Uber. C'est un truc terrible. Non seulement dans la loi, il y a une attaque contre des droits des salariés, mais derrière, il y a une attaque contre le salariat lui-même. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des faux indépendants qui se mettent à leur propre compte, qui n'ont ni horaire, ni salaire, ni droit, ni statut, ni contrat, ni bulletin de paye. Et vous voyez des jeunes VTC, moi j'ai discuté l'autre jour, on m'a mis à sortir d'une radio avec un gars qui avait 25 berges, il disait mais moi j'ai pas d'autre chose pour vivre, alors je fais ça. Je dis mais vous faites combien d'heures aujourd'hui? Le gars il me répond 20 heures. Si vous avez... Ouais, il était 23h30. Je dis mais dans la semaine vous faites combien? Il me dit 110, 120. Je dis vous payez des cotisations sociales? Il me dit non je peux pas parce que j'ai un incident de tôle il y a 3 semaines, donc j'ai payé 1600 pour réparer la voiture. Je dis vous vous êtes plaint à Uber? Elle me dit oui mais ils m'ont envoyé promener. Je dis vous avez fait une lettre recommandée? Il me dit oui, mais ils m'ont dit que la voiture c'était mon problème. Et quand j'ai insisté, ils m'ont dit que sinon ils ne donnaient plus de course. Parce que le système c'est qu'Uber donne la course, il donne le prix de la course, et que le chauffeur paye 25% de la course au patron, enfin au donneur d'ordre puisque c'est pas son patron. C'est une relation commerciale qui s'est substituée à une relation de travail. Et les gars qui acceptent ça, c'est parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. C'est-à-dire que quand vous mettez les gens dans le désespoir, vous les poussez à la course, ce qui leur permet de survivre dans les pires conditions. C'est comme dans un temps de guerre, vous finissez par manger des topinambours même si vous aimez pas ça. Et donc la vérité, c'est ce système-là qui se crée. Et ça se créera tant qu'on n'aura pas renversé la machine. C'est là on a une occasion. On peut là, dans les 3 semaines qui viennent, leur dire stop. En vérité, le million de pétitions là, je sais pas si vous avez signé cette pétition de cette jeune femme là qui passe à la télé pour l'avoir lancée, mais c'est 1 million. Mais sur les radios, les télés, les gens se précipitent pour savoir. Et donc en vérité, il y a un besoin, il y a une demande, il y a un besoin de gauche et un besoin de se défendre. Alors peut-être ça va renverser les esprits, et en tout cas il faut faire plein de réunions comme ça, parce que c'est avec des réunions comme ça qu'on battra TF1. Bon, vous me remerciez d'être là, mais moi je vous remercie d'avoir été là aussi. Et c'était un plaisir devant vous avec ce soleil. Bon après-midi.